Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la fin de l'année, on a sorti la petite doudoune. Une PZV, puzzle vidéo bien entendu. Je serais peut-être mieux, tu sais, avec un petit vin chaud, un petit grog. Aujourd'hui on va faire une vidéo que on était obligé de faire depuis les 10 000 abonnés, vu qu'apparemment aux 10 000 il faut faire une FAQ. On va regarder tout de suite les questions que vous m'avez posées. On a fait une petite compilation et on y va, c'est parti. Les origines de puzzle et de la chaîne YouTube Victor Aubert. La chaîne YouTube, écoute, elle a commencé il y a une dizaine d'années si je dis pas de bêtises, et à la base la chaîne YouTube c'était uniquement pour partager des informations, alors que maintenant c'est uniquement pour partager des informations aussi. L'objectif de la chaîne YouTube, c'est de partager à des pros, semi-pros, des connaissances ou des nouveautés. Et puis à chaque fois que je fais des vidéos maintenant, j'apprends plein de trucs, je suis obligé de documenter, et j'adore ça. Clovis, quel est ton parcours? Depuis combien de temps tu t'es lancé sur puzzle? Et enfin, quels sont tes objectifs, projets à venir? Ah oui, d'accord, donc il y a plein de questions, puis en plus, il y a des questions qui prennent un petit peu de temps. Alors moi, comme la plupart d'entre vous, j'avais jamais mis un pied familial ou même dans mon cercle d'amis dans le milieu du visuel, mais je savais que c'était quelque chose que je voulais faire. Du coup, après le lycée, j'ai fait la fac dans l'audiovisuel, j'y connaissais rien, puis j'avais pas les sous non plus pour faire une école. Et puis, je me suis accoquiné avec une association à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, qui s'appelait Arcam. Et puis on a commencé à tourner. Il y avait une poignée de personnes qui continuent maintenant dans l'audiovisuel, toutes à leur niveau. C'est marrant de voir que à cette époque-là, chacun avait plus ou moins décidé déjà ce qu'il voulait faire, à part que moi, j'avais pas du tout décidé de faire de la loc, vu que je voulais faire de l'image. Et j'ai la chance de pouvoir faire de l'image et de la loc maintenant. J'ai commencé à répondre à des annonces sur cineas.org. Et j'ai fait mon premier tournage sur cineas.org. Je vous conseille d'ailleurs, si vous voulez rentrer dans le milieu, de vous abonner à cette newsletter. J'ai fait pas mal de boulot, notamment en régie, énormément en régie. Et puis combo, et puis ASCAM, et puis un peu de son, puis un peu de déco. Et parallèlement à ça, j'avais envie de tourner un court-métrage. Donc j'ai commencé à développer mon propre adaptateur Mini 35. Un kit Mini 35, c'est un adaptateur qui permet de pouvoir monter des optiques ciné ou photo sur des caméras vidéo, de manière à avoir une profondeur de champ assez réduite. Du coup, j'ai fabriqué les miens, j'ai tourné mon court-métrage avec, chouette image, et mon chef-op, qui était étudiant aussi, m'a dit « Est-ce que ça te dérange si je le prends pour tourner avec un pote à moi ?» J'ai dit « Ok, pourquoi pas ?» Et puis, en fait, je sais pas comment ça s'est su, il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire « Est-ce que tu me le prêtes, tu me le loues, j'aimerais bien aussi l'utiliser sur ma cam. » Moi, j'ai fini mon tournage, je dis « Bah oui, ouais, ok, vas-y, file-moi 30 balles et prends-le, quoi, tu vois, je te le loue. Hein. » Et puis, de fil en aiguille, ça a permis de racheter des objectifs. Puis les gens venaient, genre, tout le temps, en permanence chez moi, jusqu'à pas d'heure le soir, pour me prendre ou me rendre du matos. Puis je me suis dit, il faut que je prenne un petit local, donc du coup, j'ai pris un petit local. J'ai décidé d'assumer seul le loyer, j'ai essayé de prendre un petit peu plus de matos. On m'a tout volé. L'assurance m'a donné quelques milliers d'euros histoire d'eux, donc j'ai tout reconstruit. Après avoir tout reconstruit, on s'est fait dévaliser en pleine nuit. Donc le premier c'était un braquage, moi j'étais pas présent. Le premier c'était assez sordide, il y avait des couteaux attachés sur une chaise, il y avait des menaces de mort sur la personne qui me remplaçait ce jour-là. Moi j'étais parti en vacances et j'avais juste quelqu'un qui me remplaçait. J'ai reconstruit comme j'ai pu, et puis quand ça commençait un petit peu à ressembler à quelque chose, en pleine nuit, ouverture, cambriolage. J'ai tout perdu, sauf qu'entre-temps l'assurance m'avait lâché. Donc là je suis reparti vraiment de zéro. J'ai pris un autre local, 21 mètres carrés. Parallèlement je continue à faire des tournages. J'ai beaucoup tourné dans le milieu du poker. Énormément, avec des boîtes comme Club Poker, comme Barrière ou Party Poker, aller faire des couvertures de tournois à Vegas, aux quatre coins du monde. Et me voilà ensuite dans ce petit local de 21 mètres carrés. Je prends des personnes pour me dépanner de temps en temps, et puis ça devient trop petit. Donc je déménage, je passe beaucoup de temps à chercher des locaux, je trouve enfin un local. Donc il faisait 45 mètres carrés, plus on avait en sous-sol en plus, puis très vite il devient petit. Donc du coup, je suis obligé de déménager encore. On déménage, on prend notre local qui fait 190 mètres carrés. Où là du coup, le noyau dur de l'équipe s'étoffe. On a la chance d'avoir une compta qui est là tout le temps. Et puis après, c'est trop petit encore ce lieu. Du coup, on déménage là où on est maintenant, où on a 1100 et quelques mètres carrés. Où on est plus d'une quinzaine à bosser ici. En vrai, qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à monter une petite boîte qui fonctionne un peu et à irradier? Je pense surtout la passion de ce que je fais, j'adore ça. J'adore voir des gens les conseiller, j'adore le matos, je suis très geek aussi. Beaucoup de boulot. Voilà, une journée type pour moi, c'est j'arrive ici, il est 8h, 8h40. Je repars
entre 19h et 23h. Et puis, surtout, la vraie recette, c'est d'avoir une super équipe. Ça aussi, ça met du temps à trouver les bonnes personnes, mais quand elles sont là, tu te rends compte que le bateau, il avance tout seul, en fait. Tu vois, tu trouves le moteur, et c'est le moteur qui fait avancer le bateau. Tu vois, si t'as que des rameurs, en plus, qui ont qu'une moitié de rame, ça marche pas très bien, quoi. Pour la FAQ, je persiste et signe dans un registre beaucoup plus terre à terre avec cette question: comment exposer vite et bien son PN, son pain. Comment exposer vite et bien son S-Log 3 avec son A7 IV. C'est marrant que tu me poses cette question, mon ami Franck, puisque sache que nous allons faire une vidéo qui explique un petit peu comment exposer son log. Il y avait une bonne technique qui consistait à TTR, comme on dit, to the right. Ça veut dire en fait surexposer l'image Rec 709 de manière à correctement poser son log. Ça c'est le truc de base, bateau, tout le monde dit ouais, il faut surexposer ton log pour que ça vienne machin. C'est pas forcément du tout la bonne stratégie. Un log, ça ne se surexpose pas, ça s'expose. On fera une vidéo, j'espère, avec un, voire deux chefs-op. Et j'aimerais bien également qu'on voit ça à travers Resolve, que ce soit un peu compris pour tous. À quand un vrai tuto profond sur le HDR HLGPQ? Eh bien, je pense que ça fera également partie de cette vidéo qu'on va faire avec ce ou ces deux chefs opérateurs. On abordera ce point-là. Je ne sais pas si on fera une vidéo dédiée exclusivement au HDR, mais on abordera ce point forcément. Quels sont les prérequis selon toi pour démarrer ou bosser dans une boîte de loc? Oh, très bien. Alors, il y a plusieurs choses. Connaître une bonne partie du matériel ou avoir une appétence pour connaître le matériel. Nous, on accueille énormément de stagiaires tout au long de l'année. On a des stagiaires qui tournent, à qui on apprend énormément de choses. Il y en a plein qui viennent avec beaucoup de bagages. C'est cool. Et il y en a plein qui viennent avec absolument aucun bagage. C'est cool aussi. S'ils ont cette envie, cette appétence d'apprendre non-stop. Le métier de la location, c'est un métier où il faut sans cesse se remettre en question. Donc il faut aussi ne jamais rester sur ses acquis, être sûr de soi, être tu vois, debout contre vents et marées. Il faut savoir faire le dos rond très souvent et accepter que ce qu'on sait pour une certitude le lundi, c'est probablement pas la vérité le vendredi. Il faut aimer aussi les gens. Voilà. Il faut aimer partager. Sinon tu fais du pouce-carton, il y en a pour qui ça marche. Nous c'est pas trop notre délire, donc on aime bien conseiller, partager, écouter les opérateurs et leur conseiller les bonnes choses. Idéalement, c'est mieux de faire des tournages, d'en faire régulièrement de manière à pouvoir connaître les trucs et astuces sur le matériel. Savoir que tel bidule fonctionne pas avec tel machin, mais que tu peux utiliser tel truc pour faire tel truc muche. Et puis pour simplement démarrer une boîte de log, enfin simplement, c'est beaucoup plus compliqué de démarrer une boîte de log que de bosser dans une boîte de log, mais il va te falloir, à l'heure actuelle c'est un peu compliqué, mais il va te falloir des sous, et surtout il va te falloir réinvestir énormément. Et puis là tu te retrouves aussi face à des concurrences de loueurs indépendants, que ce soit via le Bon Coin, via l'IT Share, et puis il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'acheter leur matériel pour après le mettre en location. Donc il faut venir quand même avec une offre qui soit déjà assez qualitative pour pouvoir te différencier. Est-ce qu'on peut travailler dans une boîte de location à la sortie de son diplôme, ou est-ce que l'expérience de terrain est obligatoire? Alors elle n'est pas obligatoire cette expérience, comme je disais, elle est fortement conseillée, puis même tout au long de ta présence dans l'entreprise de location, fais des tournages, voilà, le plus possible. Ça va te permettre d'être confronté à des vrais problèmes de terrain et à savoir les résoudre de manière à pouvoir les anticiper aussi pour les opérateurs qui vont faire leurs tests. Quels sont mes objectifs? Écoute, faut aller sur le site et faut que tu me choisisses la monture de... Ah, fallait que je glisse une blague, bien entendu. Non, les objectifs et les projets d'avenir, je sais pas, étendre peut-être un petit peu, voilà, arriver à un niveau où chacun est heureux voilà, dans la société. Si on est capable d'avoir ce qu'il faut pour faire partir intégralement un long métrage et avoir du backup au cas où il se passe quelque chose, tant mieux. C'est le cas maintenant, on a déjà eu les longs métrages, là notamment cet été. Je sais pas, il y en a plein qui sont mis entre la fiction et du doc. Si on continue à ce rythme-là, moi ça me va en fait. Voilà, pas avoir les yeux plus gros que le ventre surtout. Tu as commencé dans l'audiovisuel avec quel matériel? Tu as mis combien de temps avant de vraiment te lancer professionnellement? De vraiment me lancer professionnellement dans l'audiovisuel, 3-4 ans, professionnellement, c'est-à-dire que j'étais à fond dès la première année, mais c'était pas professionnel vu que je pouvais pas payer de loyer, c'était uniquement faire des contacts, bosser gratuit, apprendre des trucs, bosser gratuit, aller aider des potes, bosser gratuit, ce genre de trucs, énormément. J'ai quelques questions concernant les opérateurs Steadicam qui viennent chez vous. Pourriez-vous réaliser une vidéo avec l'un des opérateurs de Stead? Alors c'est marrant que tu dis ça parce que depuis un bon 8-9 mois, on a prévu de faire une vidéo avec un opérateur Stead.
Mais le problème, c'est que c'est un bon opérateur stead et que malheureusement, il tourne beaucoup. Comment accueillez-vous les opérateurs Steadicam Ronin? Je pense que là, tu l'as demandé plutôt comment ça se passe, les essais stab. Alors, nous, on a des Ronin, on n'a pas de Steadicam, on a arrêté de faire des Steadicam. J'en faisais avant, mais on passait beaucoup trop de temps à expliquer, puis tout le monde se disait, ouais, je vais faire un peu de Steadicam, vas-y, mets-moi la veste. Alors, comment ça marche? Ça prenait 3 heures, 4 heures, une journée, c'était trop long et tout. Donc, du coup, on a arrêté. On a souvent les assistants cam qui montent toute la caméra, et une fois que la caméra est tout montée, que les essais sont faits, que les optiques sont calées, que les transmetteurs sans fil, le follow HF, tout ça marche bien, les matchbox, tout marche bien. Généralement, il y a un Steadicammer qui est derrière, qui a déjà son stead tout monté, qui attend la caméra, et à ce moment-là, il peut mettre la caméra dessus, et ils font leurs essais, et ça dure entre 20 minutes et 1 heure s'ils rencontrent des problèmes. Une référence d'un bon kit HF vidéo TXRX à moins de 2000 €. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup à moins de 2000. En fait, tout ce que tu vas voir à moins de 2000, il y a toujours de la latence. Dans les transmetteurs vidéo sans fil, il y avait une carte qui était zéro latence, c'était les cartes Amimon. Amimon fournissait tout le monde. Voilà, il distribuait, il vendait à tout le monde et tout. Et puis il y a un groupe qui s'appelle Vitek qui a Teradek et qui avait racheté Paralinx. Vitek a décidé d'acheter Amimon. Et ils ont acheté Amimon. À partir de ce moment-là, ils ont dit maintenant les cartes Amimon c'est que pour notre gueule. Donc tu peux avoir du zéro délai uniquement qu'avec les cartes Amimon que tu vas retrouver chez Teradek et je pense chez Paralinx. Donc à partir de là, tout se vaut pour moi. Que ce soit du Vaxis, que ce soit du Holyland, que ce soit du je sais pas, Axon, tout se vaut. Voilà, t'as de la latence, t'as de la latence. Par contre, chez Teradek, si ça t'intéresse, nous on va vendre un kit Spark, donc c'est de l'HDMI principalement dédié à la base, développé pour du live, mais ça fonctionne aussi pour du non-live, c'est que HDMI, ça prend du 4K. Donc on en a ça, on en a en vente. Allez checker sur la page des occasions. Ça devrait déjà être listé, un émetteur de récepteur. Voilà. Et là, du coup, tu t'en sors pour moins de 2000 €. Vu le prix qu'on brade dessus, à mon avis, ça va pas rester très longtemps en ligne. Il faut me faire penser qu'il faut qu'on le mette sur le site. Donc, si on a un projet et un budget, on peut vous solliciter pour trouver les solutions techniques à vous louer. Absolument. C'est d'ailleurs ce qui nous arrive quasiment tout le temps. Généralement, il y a une petite liste, tu vois, un début de liste, un budget, un projet, et nous on aide beaucoup à avoir une liste cohérente. Quel serait le top des 3 boîtiers qui cochent toutes ces cases? Le plus petit, full frame objectif interchangeable, 4K 120, 10 bits 422, déjà rien que là, juste cette ligne là, il n'y en a pas 100 000. Sortie HDMI full capteur 4K sans crop pour être alimenté avec une power bank, no limite de temps ne chauffant pas trop. R5C et A7S3. Je vais pas élaborer plus que ça, parce que vraiment ça prendrait longtemps, mais pour moi c'est les deux seuls que j'ai en tête. Je connais très peu le R5C, mais déjà si tu me parles de 120 fps 4K 422 10 bits, il n'y en a pas beaucoup en petit boîtier hybride interchangeable, il n'y en a pas beaucoup. Depuis quelques jours, j'entends beaucoup de bien de la FX30, t'as pu la tester ou pas encore? J'ai pas pu la tester, enfin j'ai pu la tester vite fait sur les salons, oui. C'est un A7S3 en Super 35 à un prix bien moins onéreux. Je pense que c'est une caméra d'opérateur plus qu'une caméra de loueur en fait. C'est pas du tout une mauvaise caméra, tout comme d'ailleurs, tiens, pourquoi personne ne parle de Fujifilm qui commence quand même à prendre de la place en vidéo? C'est pas que personne ne parle de Fujifilm ou d'Olympus. Alors l'Olympus c'est du micro 4 tiers, donc je pense que c'est tellement niche que là-dessus le marché est déjà complètement bouffé par le GH6, quoi. Pana est là depuis tellement longtemps que du coup, même si Olympus sortait une caméra qui était 20, 30, 40% mieux que le GH6 ou GH5 ou GH5S, ça passerait toujours inaperçu, quoi. Fujifilm, j'entends énormément de bien de Fujifilm, effectivement, mais depuis des années, en fait, depuis XT3, même XT2. Le problème, c'est qu'ils viennent peut-être un peu tard, avec du Super 35, et on peut voir que même les caméras très très fortes en Super 35, genre la FX30, en fait vont trouver un public d'utilisateurs plutôt qu'un public de loueurs. Moi je connais très peu de tournages où les personnes viennent nous prendre genre de la lumière par exemple, ou un stabilisateur, et qui tournent en Fuji. Très peu. Je me posais une question, est-il possible de faire l'inverse, avoir un rendu sympa en partant d'une optique assez courante mais qualitative, en essayant plusieurs boîtiers, donc plusieurs capteurs différents, jusqu'à trouver celui qui fait la plus belle image. Un truc à savoir, c'est que plus on s'éloigne du capteur, et le plus on a d'impact sur l'image finale. Le capteur a relativement peu d'impact, surtout maintenant avec tout ce qu'on peut faire en post, le capteur a peu d'impact. L'optique a plus d'impact. Et là, il y a tellement de caractéristiques différentes, il y a des mots qui sont chiants à dire, je suis désolé, mais tellement de caractéristiques différentes que en vrai, tu peux pas dire genre une optique qualitative. C'est quoi qualitative? Typiquement pour moi, qualitative, c'est une optique qui te raconte quelque chose. Mais je sais que pour d'autres,
que je nommerai pas. Une optique qualitative, c'est une optique avec le maximum de corrections, des corrections sur les flares, beaucoup, alors que moi je veux que ça vive. Tout ça pour dire, c'est très subjectif la qualité d'un objectif. Donc, en vrai, trouve ton objectif et le boîtier. Regarde les stats. Dis-nous, tu as l'air d'avoir pas mal de réserves pour l'A7 III pour fin 2022, même comparé à la Blackmagic Pocket 4K. Oula, c'est deux choses différentes. Tu fais sûrement référence à la vidéo dans laquelle je parle des caméras pour la rentrée de 2022 qu'on a sorti là il y a un mois ou deux. Et donc du coup, tu me demandes, l'A7 III, est-ce que j'ai des réserves? J'ai pas vraiment de réserve, en fait je trouve que c'est toujours une bonne caméra, c'est une bonne caméra encore milieu d'année prochaine. Elle fait appareil photo et caméra. Elle fait pas du 4 de l'audibit en interne, malheureusement. Maintenant, vu son prix, sachant que tu peux l'utiliser pour de la photo, à titre perso ou pro, et de la vidéo à titre perso ou pro, c'est une très bonne caméra. Et la Blackmagic Pocket 4K, c'est toujours une bonne caméra qui fera que de la fiction. Selon moi, tu vois, c'est très compliqué d'utiliser genre sur des mariages ou des events où ça bouge beaucoup, parce que l'écran n'est pas orientable, parce que pas une sensibilité de ouf, voilà, et puis il n'y a pas d'autofocus, mais en vrai non, j'ai pas beaucoup de réserve pour la 7 III, je trouve que c'est toujours une bonne caméra. Quelle optique louez-vous le plus? JS Music, sans trop réfléchir, c'est le 24-70. Sony 2.8. On a en ce moment une grosse poussée de Sony, que ce soit FX6, FX3, A7S3, A7 IV, du coup le transstandard de base, 24-70. C'est celui qui, voilà, qui sort le plus. Après, si la question c'est en dehors du 24-70 Sony, quelle optique sortez-vous le plus? Le 70-200 Sony, bien entendu. Mais en dehors de ces deux-là, pour être plus sérieux, c'est vraiment le 16-35 2.8 Sony. Voilà, puisque ça fait 16-35, 24-70, 70-200. Mais en dehors de cela, je te dirais plutôt c'est les Canon FD. Voilà, on a des Canon FD recarrossés qui ont un look et un charme incroyable. Clairement, c'est eux qui sortent le plus. Mais c'est aussi parce qu'on a les bons Canon FD. C'est des optiques donc on a fait recarrosser. Donc au-delà du carrossage, hein, ça vaut quand même 8000 balles le recarrossage, si j'ai pas de sottises. Mais au-delà de ça, en fait, il y a l'optique à l'intérieur. Et on a des optiques qui valent 20 000 €, des optiques photo à 20 000 € l'unité. Bon. Si tu devais faire un classement des caméras RED et autres, en rapport qualité-prix entre le récent et le moins récent, qui reste quand même top. Alors, on va faire les caméras RED et autres, parce que autres, ça prend trop. On va rester dans la caméra RED si tu le veux bien. La meilleure, c'est la Raptor. Chez Red, il n'y a pas de... voilà. En dessous, j'aurais tendance à dire la Komodo, mais je vais quand même dire en premier peut-être, enfin seconde position du coup, la Red Gemini, à cause du form factor de son capteur, à cause de son dual ISO, et peut-être après la Komodo. Ensuite, si c'est pour de l'achat, j'ai envie de dire, tourne-toi peut-être vers des caméras Red Dragon, comme par exemple la Red Raven ou la Red Scarlett 5K. Nous, on en loue toujours régulièrement. C'est une technologie qui commence à se faire, du coup, maintenant un petit peu vieille. Mais en fait, les images sont toujours jolies. La Komodo, très bien parce qu'elle est petite, mais elle fait pas de slow-mo. Donc, du coup, ça me gêne un petit peu. Mais vraiment, la meilleure caméra, en tout cas, pour le moment, chez Red, c'est sûr, c'est la Raptor. On a commencé il y a bien longtemps à faire la vidéo. Elle est bien longue, je suis navré. J'espère qu'on va réussir à couper suffisamment. Clara, je compte sur toi, bien entendu. Du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire. De toute manière, je lis tout, Clara lit tout, on est là, on répond si on peut répondre, si on peut pas répondre, on répond pas. Je vous fais des gros bisous.